On en vient à ce qui s'est passé à Nantes et sur le profil de cet adolescent qui nous apparaît un peu plus ce soir, solitaire, suicidaire. C'est ce qu'en a dit le procureur, cet adolescent de 16 ans qui a semé l'effroi et la terreur dans son lycée de Nantes. Il a blessé 3 élèves, il a tué une jeune fille. On va tout d'abord réécouter les mots du procureur de Nantes. Il fait un récit précis de l'attaque au couteau et de son acharnement sur sa victime, une toute jeune fille de 15 ans. Dans cette première salle de classe, et donc devant tous les élèves et la professeure, le mis en cause donnera des coups de couteau exclusivement sur cette jeune fille. L'autopsie ayant eu lieu ce matin, on est maintenant très informé sur la violence de l'action et notamment le nombre de coups de couteau qui ont été donnés par ce jeune homme, puisqu'il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Et tout de suite, on retrouve Marie Roux devant le centre hospitalier de Nantes. Marie, vous êtes devant cet hôpital où se trouvent les 3 jeunes blessés dans cette attaque. Comment vont-ils ce soir ? Eh bien, écoutez, ils sont toujours hospitalisés. Ce que l'on peut vous dire, c'est qu'il s'agit donc de 2 garçons ainsi que d'une jeune fille âgée de 15 à 16 ans. Tous sont désormais en urgence relative, c'est-à-dire que leurs jours ne sont actuellement plus en danger. Alors, pour rappel, au moment des faits, eh bien, les 3 victimes se trouvaient en cours d'anglais dans leur salle de classe. Ils regardaient un film lorsque l'assaillant est entré dans cette salle de classe. Les 3 victimes se trouvaient au plus proche de lui. La jeune fille a reçu plusieurs coups de couteau non graves. L'un des jeunes hommes a reçu plusieurs coups de couteau également, notamment au niveau de l'épaule. Et l'autre jeune homme a reçu des coups de couteau d'une gravité extrême au niveau du crâne. Cette 3e victime, eh bien, elle a été admise ce jeudi au CHU de Nantes en urgence absolue. Ce garçon a été opéré dans la soirée avant d'être placé en réanimation. Depuis, son état s'est amélioré, stabilisé. C'est ce que précisait le procureur de la République de Nantes. L'autre garçon ainsi que la jeune fille qui ont été blessés plus légèrement, eux sont dans un état également stable, toujours suivi de très près par l'équipe médicale. Ce que l'on peut vous dire également, c'est qu'une cellule psychologique a été mise en place au sein du CHU de Nantes pour soutenir les familles des victimes. Marie Roux, en direct de Nantes, pour parler de ce qui s'est passé dans cet établissement scolaire, de la sidération qui nous a tous traversés face aux mots du procureur. Sur ce plateau, ce soir, Mathias Tesson, bonsoir. Bonsoir. Journaliste police-justice BFM TV. À vos côtés, Adrien Gabot, bonsoir. Bonsoir. Avocat pénaliste. Anne Sénéquier également, bonsoir. Bonsoir. Pédiatre, pédopsychiatre, chercheur à l'IRIS. Merci d'être avec nous. Valérie Ginet, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la FEP-CFDT. Merci, la Fédération donc des parents d'élèves du privé. À vos côtés, il y a Abel Boilly. Pas des parents d'élèves, des enseignants. Des enseignants. Abel Boilly, bonsoir, Bonsoir, éducateur, merci d'être avec nous. Et Jacques Fonbonne, général de gendarmerie, consultant police-justice, BFM TV. Bonsoir. Alors Mathias Tesson, tout d'abord, il y a eu donc cette conférence de presse du procureur qui nous a déroulé le récit précis finalement de cette attaque, de comment s'est passé ce passage à l'acte de cet adolescent, c'est-à-dire qu'il déroule une matinée sans problème, puis le jeune homme qui va s'isoler et passer à l'attaque. Une bascule à la mi-journée, effectivement, lorsqu'il va se dissimuler en fait dans les toilettes de cet établissement au niveau du premier étage. Là, il a un sac en sa possession avec à l'intérieur 2 couteaux, dont un couteau disposant d'une lame de 20 cm ainsi qu'une réplique de pistolet. Il va avoir cette attitude un petit peu étrange d'écrire quelques phrases au mur à l'aide d'un feutre. On comprendra plus tard qu'il y avait peut-être dans ces phrases une forme d'intention suicidaire, pourquoi pas à destination des policiers qui vont l'interpeller un peu plus tard. À 12h15, il envoie un mail à l'ensemble de ses camarades, un mail parfois aux revendications écologiques ou alors anticapitalistes. Il a quelques mots sur la technologie, les méfaits de la technologie selon lui, contre la société de l'information, bref. Et puis, il va dans une de ses classes où il y a un cours de maths, il va demander après quelqu'un. Il est en quête de quelqu'un manifestement, mais cette personne ne se trouve pas à l'intérieur de cette classe. C'est ce qu'on va lui dire. Il va ressortir, il va retourner dans les toilettes, il va se masquer le visage, se dissimuler, ne prononcer absolument aucune parole. Et c'est là où il va revenir dans cette classe, cibler cette jeune fille, lui asséner près de 57
coups de couteau. Ce soir, les enquêteurs se demandent si ce premier passage au début dans la classe où il ne trouve personne n'est pas une manière pour lui, en réalité, de s'assurer que la personne qu'il cible éventuellement se trouve bien à l'intérieur. Et malheureusement, dans un second temps, il ira aussi dans une deuxième classe où là, il prendra 3 autres élèves pour cible. Alors, on va s'interroger bien évidemment sur le profil de cet adolescent de 16 ans et on va écouter une précision du procureur. Le paradoxe dans ce dossier, c'était que cette jeune fille, qu'il a donc tuée, comme on l'a indiqué tout à l'heure, était la seule personne de ce lycée et de ses connaissances avec laquelle il pouvait avoir un dialogue qu'il estimait, lui, être de qualité. Ce n'est pas par hasard qu'il s'en prend à elle. C'est la seule personne avec laquelle il entretient de bonnes relations au sein du lycée. Anne Sénéquier, ce que vous entendez vous parle ? On sent que cette personne, cette jeune fille, avait été identifiée comme la seule accroche avec le monde qui l'entoure. C'est vrai que chez les adolescents, le collège, le lycée, ça représente la totalité du monde, en fait. C'est leur absolu, c'est leur tout. Et là, de ce qu'on entend depuis hier, c'est quand même un jeune homme assez isolé. Lorsqu'il discute avec les autres, il évoque ses idées très radicales de révolution. Le papier qu'il envoie aussi apporte un petit peu aussi très probablement une influence qui va aller chercher sur... Il semble chercher dans tous les extrêmes, en fait, de tous côtés. Effectivement, on sent un peu le copier-coller et finalement l'absence de réflexion personnelle construite et logique. En fait, on a une structure qui se base quand même sur un principe de réalité, qui est l'anthropocène, qui est les dérives de la société actuelle. Il y a des trucs qu'on peut pas nier dans ce papier. Mais à côté, c'est habillé d'un raisonnement morbide qui amène justement comme seule solution le passage à l'acte. Et c'est là où ça va pas. Et finalement, quand on est dans cet isolement, cet entre-soi ou ce huis clos finalement, il y a personne pour venir dire attention, là il y a un problème, tu vas trop loin, on en discute et ainsi de suite. Donc la seule personne avec qui il arrive à discuter, eh bien finalement malheureusement elle a été le paratonnerre et l'exutoire dans laquelle il s'est retrouvé dans une impasse où la seule possibilité, et c'est ce qu'il écrit dans son papier, c'est le passage à l'acte. Alors la seule possibilité pour obtenir quoi finalement, ça on le sait toujours pas, puisqu'on n'a toujours pas parlé. Mais effectivement, il y a cette problématique, et on en évoquait un petit peu avant, c'est que malheureusement, ce n'est pas le seul jeune qui va pas bien. Et il y a cette problématique aujourd'hui d'être vraiment dans la prévention et de pouvoir trouver ces jeunes avant qu'il y ait ce passage à l'acte, avant qu'il y ait cet effondrement psychique. Valérie Ginet, effectivement... Le procureur dit, pour le moment, on n'a pas évalué de mobile, on n'a pas évalué de motivation. Il y a un passage à l'acte dramatique. Il y a visiblement une maman qui a essayé de faire des choses, de l'amener dans une maison des adolescents. Mais on se dit, qu'est-ce qui a manqué? Parce que les camarades décrivent un jeune homme dépressif, avec des idées sombres, un adolescent qui est convoqué chez le directeur adjoint parce qu'il fait des dessins d'Hitler, qu'il a des idées un peu bizarres pour ses compagnons. Mais là... il n'y a pas de sonnette d'alarme, il n'y a aucun adulte. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui a manqué pour venir aider cet adolescent, éviter le pire en fait? Alors déjà, permettez-moi de commencer au nom de mon organisation syndicale, la FEP-CFDT, de dire toute notre horreur déjà à avoir vu un drame se passer dans un établissement scolaire qui avait toute l'apparence d'un établissement tranquille, et d'apporter notre soutien bien sûr aux familles, aux victimes et à toute l'équipe éducative. Ce qui a pu manquer, comme ce qui manque dans beaucoup d'établissements, c'est du personnel. C'est du personnel formé. C'est des personnels psychologues, c'est aussi des enseignants qui sont peut-être formés à détecter des signaux faibles chez des élèves, parce qu'on les côtoie, mais on les côtoie dans un contexte où on est forcément obligé de courir après des programmes. On n'a pas suffisamment de temps peut-être pour voir ce que les élèves ont vraiment et pour voir toute leur souffrance finalement. Donc je pense que on nous annonce des mesures sécuritaires, mais le problème c'est pas les couteaux, le problème c'est les enfants qui vont mal et qu'il faut traiter dans l'école. Alors justement, pour renforcer ce que vous dites, il y a ce chiffre, il y a
un psychologue scolaire disponible pour 1500 élèves, selon un rapport de l'éducation nationale. Et c'est bien ça ce que vous nous dites. Ce qui manque, c'est de l'humain. Abel Boyer, vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est de l'humain. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'on n'est pas bon dans la prévention en France. C'est le mot vraiment qui manque. Normalement, quelle est notre mission en tant qu'acteur de prévention? C'est de faire en sorte que le jeune qui avance dans son parcours citoyen ne bascule pas dans un parcours de décrochage social, scolaire, professionnel, culturel, psychologique, voire psychiatrique. Mais souvent, on nous appelle à quel moment? Quand le décrochage a commencé. Et quand on arrive au niveau de cette deuxième phase, il y a la troisième phase qui peut arriver de façon inéluctable dans certains points. C'est le décrochage avec un basculement vers la criminalité, vers la délinquance, vers la dépression, vers le suicide ou autre. Donc la prévention arrive beaucoup trop tard. Et même dans le cheminement des jeunes, la prévention, il faut la commencer dès la fin de l'école primaire sur les questions d'estime de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi, comment aborder la question de la santé mentale, rassurer les jeunes que ça ne veut pas dire être fou, avoir besoin d'être attaché et d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique, mais expliquer avec pédagogie que lorsque l'on subit des chocs émotionnels, il est tout à fait normal d'avoir des blessures émotionnelles en contrepartie et qu'il faut pouvoir l'aborder et être accompagné de façon la plus sereine qui soit. Anne Sénéquier, vous êtes d'accord? À 100%. Enfin, la problématique, effectivement, c'est qu'avant de faire de la prévention en santé mentale, il faut déjà savoir ce que c'est la santé mentale. Et ça veut dire qu'il faut déjà en parler, la sortir du tabou. Et le problématique de la psychiatrie, la psychologie, c'est que on essaye de s'extirper un petit peu de ce préjugé de la grande folie, les cas qui n'existent plus concrètement. Et aujourd'hui, c'est tabou parce que je ne suis pas faible, je peux y arriver tout seul et ainsi de suite. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Je rappelle à l'occasion que en 2025, la santé mentale, c'est grande cause nationale, mais pour autant, on n'en parle toujours pas et on se retrouve régulièrement sur ce plateau pour parler de ces problématiques de passage à l'acte à tous les âges. Alors ça nous choque beaucoup plus quand c'est des jeunes parce qu'on comprend pas, mais quand on regarde notre société dans notre ensemble, la violence elle est partout, elle est dans les familles, elle est dans ces féminicides que l'on égrène mois après mois, dans les relations internationales qui fonctionnent sur la violence aujourd'hui. Donc après on va demander aux jeunes, ah non, surtout soyez pas violents. Donc il faut un peu de cohérence quand même aussi. Alors, énormément de signaux qui ont été levés 24 heures après ce drame. Jacques Fonbonne, il y a énormément de signaux avant le passage à l'acte de cet adolescent. Mais ce qui intéresse aussi ce soir, c'est qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune homme qui a 16 ans? Alors, ce qui va se passer, il y a un dispositif qui est extrêmement variable. D'abord, garde à vue d'un mineur, vous l'avez dit, ça veut dire présence d'un médecin. Le médecin a considéré que son état psychiatrique était incompatible avec la garde à vue. Donc elle s'est arrêtée. Juridiquement, il y a forcément l'ouverture d'une information, puisqu'on est en matière criminelle. Après, tout va se centrer effectivement sur la personnalité du garçon. L'article 133-1 du Code pénal, c'est-à-dire l'irresponsabilité pour absence de santé mentale. Là aussi, il y a 2 degrés. S'il y a une abolition complète de la santé mentale, du discernement, la personne n'est pas poursuivie. Depuis Colbert, on ne poursuit pas les fous, on ne les juge pas, on les met dans des hôpitaux où ils peuvent avoir des soins. S'il y a simplement une atténuation de cette responsabilité, il peut être jugé, il peut être condamné avec une réduction de peine qui est du tiers. Ensuite, il a plus de 16 ans, ce qui veut dire que, je crois, pour quelques jours, il sera jugé devant la cour d'assises des mineurs. S'il avait eu à quelques jours près moins de 16 ans, c'était le tribunal pour enfants. Et la particularité, c'est qu'à partir du moment où on a entre 16 et 18 ans, ce que l'on appelle l'excuse de minorité, c'est-à-dire un dispositif pénal qui permet de diviser la peine par 2, qui est obligatoirement au bénéfice des jeunes qui ont moins de 16 ans, et facultatif pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans. Ensuite, la dernière qualification, c'est y a-t-il meurtre, c'est-à-dire un acte spontané, et à ce moment-là, c'est poursuivi de 30 ans avec l'excuse de minorité s'il en bénéficie, c'est 15 ans. S'il y a préméditation, c'est perpétuité pour un adulte, il risque donc cette peine, ou diminution s'il bénéficie de l'excuse de minorité. Toute la difficulté, c'est de savoir si ces actes, qui sont évidemment des actes préparatoires, c'est-à-dire qui dirigent plutôt vers un assassinat, si c'est une personne absolument saine, sont très difficiles à interpréter à partir du moment où c'est un gamin qui a donné ces signes préalables, mais est-ce que ce sont des signes d'appel au secours ou des signes de préméditation? Adrien Gabot, qui va décider comment ça va se passer? Pour le moment, la garde à vue a été levée puisque le médecin a jugé que ce n'était pas compatible. Est-ce que la garde à vue peut reprendre? Oui, elle peut reprendre et elle va, à mon sens, probablement reprendre. Dans cette affaire qui n'est
qu'au début, santé et justice vont être imbriqués tout au long de cette procédure. Ce jeune homme a déjà fait peu ou prou 8 heures de garde à vue. Et un médecin psychiatre a considéré que son état était incompatible avec cette garde à vue. Ce n'est pas à la faveur d'une expertise psychiatrique. Ce n'est que à la faveur d'un examen psychiatrique. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, bien entendu, mais la différence entre les deux, c'est que l'examen psychiatrique est moins approfondi que l'expertise psychiatrique. Dans les jours qui vont venir, peut-être même que déjà ça a été déjà fait, il va y avoir probablement un collège d'experts désignés qui vont rendre une expertise psychiatrique qui, le cas échéant, pourra confirmer l'examen psychiatrique ou l'infirmer ou le nuancer. Sans doute y aura-t-il à cela d'autres expertises psychiatriques, et si jamais ces experts considèrent que la garde à vue est compatible avec son état de santé, elle peut reprendre. Elle peut reprendre 24 heures, prolongation de la garde à vue possible, et ensuite, si on évolue un petit peu dans le processus judiciaire, une présentation devant un juge d'instruction avec une mise en examen possible. Et cette mise en examen, si son état de santé est toujours jugé compatible avec le processus judiciaire, il s'expose à être placé en détention provisoire. Si tel n'est pas le cas, sur le plan médical, il peut être reconduit en soins dans un hôpital psychiatrique. Alors on voit qu'avant que ce drame se produise, il y a eu quand même énormément de signaux d'alerte qui se sont allumés. Un gamin, on va dire, un ado qui n'allait pas à l'école, qui était peu présent, qui était solitaire, qui avait des idées noires, qui balançait d'un extrémisme à un autre, ce qui a alerté sa mère, qui a essayé de lui faire rencontrer d'autres personnes. On écoute ce que dit à ce sujet le procureur et ensuite on réagit sur ce plateau. Et c'est un jeune décrit par tout le monde comme étant extrêmement solitaire. Peu d'amis, voire pas du tout, peu de dialogue avec grand monde, personnalité qui a inquiété sa mère, puisque c'est un jeune qui vit avec sa mère, puisque les parents sont séparés, à telle enseigne que sa mère a estimé opportun de faire en sorte qu'il rencontre des personnels éducatifs de la maison des adolescents de Nantes. Depuis janvier, ce jeune avait donc à 6 reprises rencontré des personnes susceptibles de l'aider. Anne Sénéquier, dans ce genre de dispositif, ces maisons des adolescents, il y a tout type de personnel, dont des psychologues. Oui. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu être la bonne démarche. Ça aurait pu très bien marcher, hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs, mais comme tous les âges, ce qui est important dans un suivi psychiatrique, psychologique, c'est la volonté. L'envie de partager, l'envie d'avoir un espace de liberté pour partager les choses et comprendre ce ressenti. Maintenant, c'est ça la problématique souvent chez les enfants, c'est que les parents les amènent et en gros, c'est réparer le moins. Mais si l'enfant n'a pas envie, n'est pas ouvert, et on parlait tout à l'heure de la prévention, on n'arrive pas comme ça avec un enfant à 16 ans, tenez, il va pas bien. Ça veut dire que on a parlé de santé mentale tout au long de sa vie, et de la même manière qu'on lui dit si t'as mal à la tête, viens me voir, on va faire un truc, eh bien si ça va pas, si t'es triste, si t'as trop de colère, viens m'en parler et on essaiera de trouver une solution. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce travail d'enquête qui a permis la mise en commun des signaux qui sont pas si faibles que ça quand même, hein, quand on les égrène. Quand on les liste, ça paraît une évidence. Dire, en mais fait. mince, quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé concrètement, cette mise en commun n'a pas eu lieu à l'école, dans l'établissement soignant et dans la famille. Et en fait, il aurait fallu faire du lien entre ces 3 espaces, et ces 3 espaces en silo n'ont pas le temps, manque de ressources qu'on évoquait tout à l'heure, manque de temps médical, manque de temps éducatif, et dans la famille, possiblement aussi manque de temps pour véritablement se saisir de ça. Et c'est dommage de le faire après coup, quoi. Valérie Ginet, on se tourne souvent vers l'école comme pouvant apporter une réponse. Il y a aussi le problème, on le disait, de ce manque de personnel médical désormais dans les écoles, qui fait on n'a pas le temps, on peut pas repérer. En France, il y a par exemple 7500 infirmières pour 12 000 collèges et lycées, 900 médecins scolaires pour 60 000
établissements, ce qui fait un médecin scolaire pour 66 établissements. Là, forcément, c'est impossible de repérer et d'être présent. Oui, tout à fait. Il n'y a pas suffisamment de personnel. Et les chiffres que vous citez, en plus, c'est les chiffres de l'enseignement public. Dans l'enseignement privé, le personnel médical et le personnel de psychologue, c'est des personnels privés. Et donc, il y a les écoles qui ont beaucoup de ressources qui peuvent avoir tout ce personnel-là, et les écoles avec moins de ressources, pas forcément. Et en fait, le ministère de l'Éducation nationale vient juste d'ouvrir les assises de la santé scolaire au mois de mars, et donc avec des la santé mentale, ça fait un petit moment que c'est érigé en grande cause nationale. Et la santé scolaire, c'est quand même assez spécifique parce que c'est aussi dans les écoles que tous les enfants, presque tous les enfants passent, et qu'on peut détecter un certain nombre de choses. Et cette santé scolaire est effectivement insuffisamment dotée partout sur le territoire, et donc ça ne permet pas en fait de traiter. Et encore que, si vous voulez, il y a aussi des cas qui sont imprévisibles. On peut le dire aussi. Mais là, c'est vrai qu'on se dit que si toutes les informations avaient été collectées et rassemblées, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Absolument. En fait. Et là où, excusez-moi, juste là où le politique veut fermer l'école avec des portiques, en fait, il faudrait ouvrir l'école. Il faut ouvrir l'école vers les associations, vers les travailleurs sociaux, vers les psychologues, pour que justement toutes ces personnes travaillent ensemble. Alors, puisque vous le dites, Abel Boilly, ça paraît hors sol, cette proposition-là qui intervient 24 heures après le drame, de fouilles des sacs, des portiques, de vidéosurveillance renforcée. Là, c'est pas ça dont on parle. On parle pas de machines ou de portiques. On parle d'une nécessité d'humain. Malheureusement, ils sont tellement hors sol que quand il y a un drame qui nous affecte tous, on a l'impression d'avoir affaire à un concours de la plus grosse fausse bonne idée. Si on parle des portiques, qui sont censés détecter des objets en métal, si je ne me trompe pas, des jeunes vont apporter des couteaux en céramique et ça passera. Est-ce qu'on va dire aux élèves que vous n'amenez plus de ciseaux, vous n'amenez plus de compas, vous n'amenez plus de cutter? Donc on est vraiment dans quelque chose de ridicule. Donc il faut prendre le temps de repenser la chose et de revenir sur la prévention. C'est vraiment le maître mot, la prévention, parce que le politique parle toujours à travers le prisme de la sanction ou de la répression. Et de l'urgence aussi. Et de l'urgence. Alors il faut réfléchir, on est dans une sorte de faillite collective dans le rapport à notre jeunesse. Comme vous l'aviez dit, il y a un rapport générationnel qui peut être distendu à chaque génération, mais là, il y a les réseaux sociaux qui sont venus amplifier les choses. Les jeunes ont des codes qui nous échappent, ils peuvent s'enfermer dans une réalité qui nous échappe, et on le voit aussi avec ce jeune qui est d'un côté taciturne, mais lorsqu'il fait confiance à des personnes plus âgées que lui, se met à parler de ce qui se passe dans son monde, en fait, qui est rempli d'idéologie et de contenu extrême. Donc, il y a toute cette dichotomie, toutes ces contradictions qu'il faut apprendre à accompagner, donc nous devons mieux connaître notre jeunesse. On va retrouver Marie Roux qui se trouve toujours à Nantes. Marie, vous avez suivi aujourd'hui justement l'onde de choc, si je peux dire ainsi, l'émotion de tous ces collégiens, ces lycéens qui ont ressenti ce qui s'est passé dans cet établissement. Oui, beaucoup d'émotions et de sidération au lycée Notre-Dame de Toutes Aides à Nantes. Et bien après cette attaque d'une violence inouïe, la sidération, l'effroi, un moment de recueillement était organisé cet après-midi dans l'enceinte de l'établissement. Il a commencé aux alentours de 15h30, s'est terminé 1 heure plus tard sous les applaudissements. Un rassemblement à l'initiative des élèves, des centaines de personnes étaient présentes, des élèves, des enseignants qui se sont recueillis à l'intérieur de cet établissement, des élèves qui sont venus accompagnés de leurs parents pour vivre ce moment douloureux. Tous portaient du blanc, un code couleur important, une manière de rendre hommage à cette jeune fille qui a succombé à ses blessures après avoir reçu près de 57 coups de couteau. Je vous le disais, l'effroi, la sidération, l'incompréhension après ce drame d'une violence inouïe. Ce que l'on peut vous dire également, c'est que tout au long de la journée, des personnes sont venues apporter
apporter des fleurs, déposer des fleurs devant l'établissement, des élèves, des anciens élèves, des parents d'élèves, des enseignants également, des anonymes pour qui c'était important de faire le déplacement pour rendre hommage à cette jeune fille de 15 ans qui a été tuée lors de cette attaque au couteau. Enfin, l'établissement scolaire n'assurait pas les cours aujourd'hui mais était ouvert car une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir justement les élèves et les enseignants qui ont vécu ce drame d'une violence inouïe. Merci beaucoup Marie. En direct de Nantes, on a beaucoup parlé du profil de ce jeune homme qui semblait infiniment perdu, des extrêmes vers lesquels il se tournait. Voici ce que dit à ce sujet le procureur. Dans cette personnalité, il résulte assez clairement une forme et une certaine fascination pour Hitler. Cette fascination a été repérée par le personnel enseignant de l'école dans laquelle il était, puisqu'il dessinait Hitler. Il a été convoqué avec sa mère la veille des vacances de Pâques. Anne Sénéquier, un jeune homme perdu qui se tourne partout, sauf là où il faudrait, j'ai envie de dire, sauf s'ouvrir finalement à ses proches. C'est vrai, mais c'est un peu une personnalité complexe, c'est ce qu'on a entendu, c'est cette terminologie. Finalement, on peut pas dire que c'est que de la violence ou que du délire ou que de l'idéologie, mais c'est vraiment un mix de ces troubles de l'adolescence où on peut avoir un vécu traumatique, une souffrance intérieure qu'il n'arrive pas à exprimer et aussi une structure limite parce que la question se pose, l'isolement, l'abandon, l'impulsivité, le vide ressenti, tout ça, c'est quelque chose qu'on apprendra possiblement avec une expertise qui viendra. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir aller trouver ces signaux faibles. Et une fois qu'on aurait fait le lien entre ces différents espaces, aussi avoir une solution, parce qu'il n'y a pas de solution derrière en fait aujourd'hui. Les structures existantes n'ont plus les places. Il y a des nombres de lits en psychiatrie qui ont chuté depuis l'an 2000. On parlait des ressources, mais et la médecine scolaire et la médecine psychiatrique, c'est les spécialités les moins choisies par les étudiants en médecine. Ils ouvrent des postes et les postes ne sont pas pourvus parce que les étudiants n'en veulent pas, parce que c'est pas valorisé, parce que financièrement ça ressemble pas à ce qu'on peut être quand on est cardiologue ou chirurgien. Donc en fait, il y a tout un travail autour de la santé mentale. Vous parliez tout à l'heure de grandes causes nationales. Il va falloir toujours encore une fois sortir du tabou, pouvoir en parler, revaloriser ces filières parce que il y a un besoin énorme et il n'y a pas besoin, et tout à l'heure je me permets de vous reprendre parce que vous avez dit on ne juge plus les fous et cette sémantique là, eh bien elle est problématique parce que justement quand on parle de santé mentale c'est le raccourci psychique qu'on va faire. Ah, je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin, donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus. Et aujourd'hui, on a besoin de déconstruire ça clairement pour que la santé mentale soit au même titre que la santé somatique, quelque chose dont on peut parler pour pouvoir la prendre en charge et éviter ce genre d'événement qui nous émeut tous, mais qui malheureusement ne sera pas le dernier parce que pour l'instant, rien ne change. Abel Boyer, vous vouliez réagir ? Non, mais je suis tout à fait d'accord et ça ne sera pas le dernier. Parce que des bombes à retardement comme ce jeune, il y en a énormément sur le terrain. Et quand on parle de manque de personnel aussi, ça peut agir sur la qualité du travail. Moi, j'ai eu énormément de jeunes qui m'ont contacté via TikTok pour me dire qu'ils étaient atteints de phobie scolaire, soit suite à des cas de harcèlement, de pédocriminalité intrafamiliale, de moquerie. Et lorsqu'ils étaient allés voir ou elles étaient allées voir les infirmiers ou les psychologues, on leur répondait que c'était un caprice d'enfant. Ces jeunes se sont retrouvés sans aide, en fait, avec des pensées suicidaires et certaines tentatives de suicide aussi. Oui. Mathias Tesson, on évoquait la réponse politique qui pouvait sembler hors sol, celle de Portique, celle de Fouille. Et vous avez dit qu'il y a aussi une notion d'urgence, de vouloir fournir une réponse dans l'urgence. On sait que dans la région Rhône-Alpes, il y a des portiques de sécurité qui ont été mis en place. Mais l'un des problèmes, c'est qu'il faut finalement énormément de temps. C'est-à-dire qu'on crée un autre problème. On fait passer des élèves sous un portique, mais ça crée une file extérieure. Il faudrait faire arriver les élèves 1 heure avant dans l'établissement scolaire. Oui, ça va générer d'autres problématiques, effectivement, de fluidification des allées et venues des lycéens, des collégiens, etc. Parce que il y a aussi la doctrine qui considère à penser qu'il ne faut pas laisser stagner aux abords des établissements scolaires à l'extérieur trop longtemps un trop grand nombre d'enfants pour justement pas qu'ils soient éventuellement, qu'ils deviennent éventuellement une cible. Donc on voit bien qu'il y a pas de bonne solution ou de solution miracle et que
une solution ne doit pas se substituer à une autre. C'est pas parce que on envisage peut-être la problématique d'un point de vue sécuritaire sur l'accès à ces établissements scolaires. Que peut-on faire? Qu'il faut pour autant oublier effectivement les renforts humains qui viendraient, comment dirais-je, bien essayer d'anticiper au mieux et de prévenir ces passages à l'acte violent. Moi, je suis frappé par ce que vous venez de dire sur, encore aujourd'hui en 2025, des professionnels qui osent répondre à de jeunes enfants qu'une phobie scolaire est une forme de caprice. Enfin, c'est quelque chose terrible qu'on entendait il y a 30, 40, 50 années, qui fait écho à d'autres temps, d'autres générations, mais terrible qu'il y ait encore des réponses de ce niveau-là. Anne Sénéqui, ça vous surprend qu'on réponde ça encore à des jeunes? Ça me surprend pas parce que je l'entends tous les jours, au moins une dizaine de fois par jour. En fait, c'est des histoires qui ne vont pas, heureusement, au passage à l'acte de cet ordre-là, mais des viols, des incestes, des agressions, des harcèlements, des tentatives de suicide qu'on renvoie chez eux parce que il va mieux. Enfin, je suis désolée, mais on va pas mieux le lendemain. C'est juste qu'on n'a pas de lit à l'hôpital pour les garder, qu'on n'a pas de médecin pour les ausculter, mais ils ne vont pas mieux clairement. Et en fait, on redonne ça aux parents en disant surveillez-le, faut pas le laisser tout seul. Enfin, en ce moment, il y a un déni gigantesque sur la situation de la santé mentale des jeunes. Je sais même pas ce qu'il faut dire aujourd'hui parce que cette cause nationale de la psychiatrie, j'ai envie de dire, elle a 20 ans de retard aujourd'hui. Ça fait 5 ans que là, ça explose littéralement. Et aujourd'hui, véritablement, en tant que praticien, on ne peut pas faire notre travail correctement. Il y a 5 ou 6 médicaments sur le peu de médicaments qu'on peut donner chez les adolescents et les enfants qui sont en rupture de stock. Donc déjà, quand on a besoin d'un médicament, il n'est pas disponible. Quand on a besoin d'une hospitalisation, elle n'est pas disponible. Et du coup, on a des parents en face de nous qui nous disent mais qu'est-ce que je peux faire? Et nous n'avons pas de réponse parce que nous n'avons pas de moyens. Donc alors, ceux qui ont les moyens vont aller chercher justement dans le privé des éducateurs pour les aider, des psychologues qui ne sont pas remboursés pour tous parce que 12 sessions dans l'année, ça ne suffit pas pour suivre un jeune. Et à côté de ça, du coup, on croise les doigts et on espère que ça passe. Mais on voit bien que ça ne passe pas souvent, en fait, véritablement. Parce que ce que l'on vit là encore aujourd'hui, effectivement, c'est un choc, mais il y a des milliers, malheureusement, d'histoires qui sont quasiment aussi dramatiques qu'on entend tous les jours et personne n'en parle. Et ça devient très, très frustrant, véritablement. Moi, j'ai des collègues qui déplaquent parce qu'ils en ont marre, en fait. Déplaquer? Oui. Ça veut dire quoi? Qui partent, ils arrêtent la médecine, ils arrêtent la psychiatrie, en tous les cas. Parce que on est impuissant et on peut pas faire tout seul, en fait. C'est pas possible. Juste un mot, le procureur a dit il n'y a pas de mobile. Il y a pas de mobile apparent à l'heure actuelle. Au stade où on en est, qui apparaissent, cet adolescent a dit qu'il n'était pas harcelé. Il n'a pas donné de motif particulier quant au fait d'avoir tué cette jeune fille, dont on dit qu'il était celle avec laquelle il avait un lien. Ça vous semble cohérent, ça? Pour l'heure, pas de mobile? Il n'arrive pas à exprimer les choses. On voit bien, alors qu'il l'ait écrit lui-même ou qu'il se soit aidé de copier-coller ou de l'UNIA pour faire son papier.